Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous, ici Olivier, très heureux de vous retrouver enfin pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle dans ce numéro 159 cette semaine. On se retrouve sur le circuit de Losail pour le premier GP de la saison, le Grand Prix du Qatar. Et pour m'accompagner dans cet épisode, Stéphane nous rejoint. Salut Stéphane, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Écoute, très heureux de retrouver les auditeurs de C'est qui en pôle. Il s'est passé 2-3 choses dans ma vie ces derniers temps, dont la naissance d'un futur Marc Marquez ou Pecco Bagnaia, je sais pas. Donc voilà, donc forcément j'ai beaucoup moins de temps à me consacrer à l'enregistrement des podcasts et même à la vue des courses, mais on va s'en sortir, voilà, il suffit de trouver le rythme, comme dirait l'autre. C'est ça. Toi, très content de te retrouver, de pouvoir partager cet épisode avec toi. C'est cool, ouais, carrément, pareil. Sans plus attendre, je vous propose de passer aux news avec pas grand chose à signaler parce que les collègues nous avaient déjà nourri de beaucoup de news sur les derniers épisodes. Juste à signaler rapidement en Moto 3, Angel Piqueras, le rookie, qui s'est blessé à l'intersaison et avait raté les essais de RRS, sera bien présent pour le Grand Prix du Qatar. Et en MotoGP, c'est le retour de Morbidelli, lui, blessé aussi à l'intersaison lors des essais sur une Superbike à Portimao, et qui avait même raté les tests officiels MotoGP de Malaisie et du Qatar. On va voir que ça l'a pas très bien réussi, ce pauvre Morbidelli. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait mieux ou pire qu'avant. C'est vrai qu'il n'a pas fait pire. Donc finalement, il est en forme. On attaque déjà Morbidelli. Mais on va en reparler évidemment tout à l'heure. Il n'y avait pas beaucoup de news, donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à la Moto 3. Alors encore une fois, comme vous le savez, comme je viens de vous le dire, je viens d'avoir un petit, donc forcément j'ai donné le plus gros du boulot à Stéphane. J'avoue, je me suis caché derrière lui pour faire les comptes rendus de course. Je vais quand même m'occuper du MotoGP, mais d'abord c'est la Moto 3 et vas-y Stéphane, du coup je te laisse la parole sur les qualifs. Allez, bon, je vais essayer de faire quelque chose d'assez bref. Moto 3, du coup, alors, sortent de la Q1 Farioli, Piqueras, Lunetta et Furusato. La Q2, donc, Paul pour Olgado, devant Ortola et Rueda. La course, alors, avant même l'extinction des feux rouges, David Munoz est contraint à partir des stands suite à un problème technique, même si ce dernier mettra de mauvaise volonté à rejoindre les stands. Et ensuite, au feu rouge, du coup, c'est Olgado qui réalise le all shot, suivi d'Ortola, Rueda, Alonso et Fernandez, pour ne citer que. Au troisième tour, on va assister à une double chute entre Ortola et Rueda. On va assister à une course assez sage où une dizaine de pilotes vont se tenir en une seconde. Et comme d'habitude en Moto 3, il faut attendre les derniers tours pour que la situation se décante. Et donc dans les deux derniers tours, le peloton va commencer à se réveiller et à s'étirer. Va alors s'en suivre une chute de Yamanaka, alors que David Olgado se fait attaquer par Furusato et Alonso. Et il faut attendre le dernier tour pour voir une nouvelle chute entre Perez et Fernandez. Olgado, quant à lui, qui aura mené toute la course, va se faire déboîter par Alonso dans le dernier virage. Et donc ce qui va placer Alonso premier de cette première course, suivi donc d'Olgado, et Furusato complétera le podium. Donc le classement championnat du monde, c'est le même que cette course-là, donc c'est-à-dire qu'Alonso a 25 points, Olgado 20 points et Furusato 16 points. Est-ce que tu as vu la course, Olivier ? J'avoue non. C'est moche. Mais moche. Du coup, j'ai pas l'air d'avoir raté grand-chose. Il faut regarder les deux derniers tours pour s'intéresser, pour retrouver un peu d'intéressant. Ouais, en fait, je trouve que c'était une course assez, comme j'ai dit, assez sage de la part des pilotes de Moto 3. Donc, Olgado, il aura fait une très belle course. Il aura mené tout le Grand Prix, sauf qu'il se fait doubler dans le dernier virage par Alonso, qui aura fait un peu le renard des surfaces. Et voilà, bon, c'est bien Alonso, en tout cas, il est un peu sur une dynamique un peu comme l'année dernière, en espérant par contre pour lui qu'il va pas s'effondrer en milieu de saison comme il a fait, mais en tout cas il démarre fort. C'est clair, il a l'air.
Qu'est-ce que je voulais dire Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas un exercice facile de faire le premier GP de la saison, parce que évidemment, on n'a pas beaucoup de biscuits hein, pour se lancer dans des débats très longs sur la forme d'un pilote ou pas. Là, ce qui est sûr, c'est que Alonso et Olgado, ils ont fait le taf. Hein, ça fait quand même partie des favoris, hein, on peut le dire, en Moto 3. C'est ça. C'est Et des puis, favoris pour moi, oui. ouais. Enfin, c'est vrai que tout le monde voit Alonso, mais il faut pas oublier Olgado qui est Ouais, Olgado, quand il même avait là, qui a une montré des grosse belles équipe choses. derrière Hein. lui. Il y a Tech 3. Exactement. Et d'autant plus que, et on l'a encore vu d'après ton compte rendu, mais c'est vrai que ce circuit-là, il n'est pas très très adapté au Moto 3, quoi. Il est large, long. Tu as l'impression que voilà, ils s'embêtent un peu avec leur petite bécane là-dessus. Ouais. Il y a pas, voilà. Je Toutes trouve choses que étant voilà, égales par ailleurs, bien évidemment. c'est en tout cas voilà. À part ça, je trouve que voilà, c'est un Grand Prix où il s'est pas passé non plus grand chose par rapport à d'autres courses que l'on a pu assister en tout cas en Moto 3. Ouais, c'est clair. Bon, bah voilà, une fois n'est pas coutume. Hein. Il peut pas se passer tout le temps un million de choses en Moto 3. Non. On espère que ça va changer pour le prochain Grand Prix au Portugal dans 15 jours. Souvent les plus belles courses au Portugal. Ouais, c'est toujours des belles courses au Portugal. Tu veux passer à la Moto 2? Oui, bah carrément. Passons direct à la Moto 2. Ouais, on a fait que 6 minutes sur sur la toute première partie du podcast. Mais vous inquiétez pas, on a d'autres choses à dire après, surtout en GP, évidemment. Et encore une fois, c'est compliqué. Hein, le premier GP de la saison, c'est toujours un peu touchy. Vas-y, je te laisse aussi sur la Moto 2. Allez, bon, sans faire de spoil, la Moto 2 était un peu l'image de la Moto 3, je trouve. Ah bah non, mais là, les auditeurs, ils vont se barrer carrément. Ils vont se barrer. Non, mais restez pour le MotoGP. Bah oui, au moins. Allez, pour la Q1, donc, vont passer Robert Arenas, Baltus. Pour la Q2, donc, c'est Paul Pourcanet, Vidal, Alonso, Lopez et Arenas. Là, donc, la course, Arbolino ne va pas capitaliser, pardon, son shot, puisqu'il se retrouve 4ème au deuxième virage, alors qu'il pointait en tête au premier. Et c'est Lopez qui va mener la course devant González, Arenas et Arbolino. Puis de Canet. Rapidement, Lopez, Canet et González vont prendre le large. Canet ne parvient pas à suivre le rythme imposé par les deux Espagnols. Il se fait même passer par Barry Baltus, qui ramarre le groupe de tête à 9 tours de la fin de la course. González, lui, va également être éjecté de la course à la victoire, puisqu'il va se faire passer tour à tour par Ogura et Garcia, qui pointent respectivement 4ème et 3ème. Et à quelques tours de la fin de la course, pardon, les positions vont rester figées et c'est Lopez qui va remporter cette toute première course de Moto 2 devant Baltus et Garcia. Donc au classement, ça va donner Lopez avec 27 points, Baltus 20 points et Sergio Garcia 16 points. Super. Voilà, donc bon, pareil, il n'y a pas grand chose à dire sur cette course-là. Je peux pas m'empêcher de dire un mot sur Denis Onju quand même. Vas-y. Voilà, j'ai regardé la course en pointillé, mais j'ai surtout tombé vendredi, jour de télétravail, Dieu merci, sur les essais de Moto 2. Et puis, voilà, évidemment, je pouvais pas m'empêcher de jeter un petit coup d'œil à ce que faisait mon chouchou qui est passé en Moto 2 cette année. Voilà, il marque quand même un point là, sur sa première course de Moto 2. Il est 15e. Bon voilà, évidemment, il aura beaucoup de choses à apprendre. Il avait dit les commentaires hein, sur Canal, la Moto 2, le passage Moto 3, Moto 2 peut être compliqué. Voilà, un top 15 pour une première course en Moto 2, c'est pas complètement déconnant. Il a fait des essais assez intéressants aussi. On va voir comment il va réussir à sortir son épingle du jeu dans cette catégorie. Mais voilà, moi je comptais sur moi pour le suivre de très près. C'est vrai que quand tu vois les ex-Moto 3 qui sont passés en Moto 2, ils sont quand même tous très loin, je trouve, de la tête de la course. Exactement. Beaucoup plus que au passage d'autres catégories. C'est là où tu vois le niveau de certains, pour ne citer que Pedro Acosta, qui lui a quand même réussi à être dans un rythme très vite, alors que là, tu vois quand même, Onchu, tu le dis, il est 15e, le champion du monde en titre, Mazia, il est 25e. Alors après, bon, ça, ils ont pas trop montré à la télé s'il y avait des problèmes ou quoi, mais tu dis qu'il est quand même très loin des premiers. Ouais, c'est clair. Et Darren Binder, il nous fait une petite 18e place, hein, celui qui était passé rapidement en MotoGP. C'est ça. Voilà. Et Onju est devant eux. C'est à signaler.
Et Comme j'en suis quoi. pas peu fier. Ouais, comme quoi. Bon, après, c'est Euh, pas comme c'est la première course de la saison, bon, il faut attendre. c'est clair. Faut Oui, attendre voilà. les 3-4 courses pour que ça se décante un peu, pour que les jeunes aussi se fassent un peu la main sur ces machines qui sont Exactement. quand même moins maniables, j'ai l'impression, que les Moto 3. Mm. Alors, on l'avait sûrement dit sur les épisodes précédents, mais alors il y a un changement de manufacturier pour les pneus en Moto 2. Ils sont passés sur Pirelli, si je ne m'abuse. Voilà, donc quelque chose aussi qui a, pour les pilotes en tout cas, qui étaient déjà là l'année dernière, bah voilà, se réhabituer à un nouveau pneu, c'est pas forcément une mince affaire. Voilà, je voulais juste signaler cela. Je sais pas si tu as autre chose à dire sur le sujet, Stéphane. Non, après, on peut juste préciser quelque chose, c'est Aldegarsa qui devrait être en MotoGP l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Mm. Bon, il finit 16e. Ouais, bon voilà, c'est le premier Grand Prix, ils sont tous un peu froids. Bon, Peut se dire que c'est que le début, évidemment. mais bon, tu dis quand même, bon, c'est quand même quelqu'un qui est promis un bel avenir. Je trouve qu'il, bon, pour le coup, il a pas Ouais. très performé quand. Il a pas marqué le coup dès le premier set, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ça marche. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour aussi du sujet sur cette Moto 2. N'hésitez pas à commenter évidemment ma reprise, hein, parce que pour moi aussi c'est la reprise, donc je suis un peu froid, donc n'hésitez pas Tour de chauffe. à m'encourager, surtout j'ai besoin d'être encouragé. Et sans plus tarder, bah, on passe à la MotoGP, et là pour le coup bah, c'est à moi d'y aller. Alors sur les qualifs, à noter en Q1 bah, la présence de nos deux Français malheureusement, Zarco et Quartararo. Et puis c'est finalement Raúl Fernandez qui signe le meilleur temps de cette Q1. Miller se qualifie également en Q2 à la deuxième place donc, et Zarco lui échoue pour quelques petits 11 millièmes par rapport à l'Australien. Il se qualifiera donc 13e sur la grille. Quartararo lui bah, il produit le 6e temps de cette première partie de qualification. Sur la deuxième partie de qualification, bah, on a une séance très serrée, hein, surtout devant, puisque dans l'ordre, on a Martin qui signe la pole, suivi d'Aleix Espargaro et Enea Bastianini, le tout dans un mouchoir de poche. 89 millième, excusez du peu. Binder est P4, Bagnaia P5, Marquez P6, Marc de son prénom, et le rookie Acosta se qualifie 8e, ce qui n'est pas déconnant. Et le top 10 se joue pour une demi-seconde, hein, donc on voit tout de suite, et c'est déjà intéressant à ce moment-là, c'est qu'on voit tout de suite que les équipes, en tout cas sur un tour qualif, sont très resserrées, et on se dit que ça va donner des choses intéressantes pour la suite de la saison. Et on va passer très rapidement à la tisse au sprint parce qu'il ne s'est pas passé grand chose, hein, sur cette première sprint de la saison. On a senti un peu les pilotes sur des œufs, sauf le poleman, hein, Jorge Martin, qui fait le hold shot devant Binder et Bastianini. Binder s'accroche à Martin dans les premiers virages, mais ne parvient pas vraiment à le mettre en danger. Pour sa première course sur Ducati, Marc Marquez n'a pas l'air d'avoir bien consulté le manuel du hold shot, hein, du hold shot device, parce qu'il perd quelques positions au départ. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce qu'il récupère sa P6 dès le deuxième tour. Miller, lui, il semble avoir carrément perdu le mode d'emploi complet de sa KTM, hein. Il est un peu perdu, hein, dans cette première partie de la course. Didia se bourre, mauvais week-end, hein, pour la VR46. Et quant à Aleix Espargaro, lui, par contre, il lance une bagarre avec le champion du monde en titre, Pecco Bagnaia, voilà, pour la 3e place. Et c'est Espargaro, hein, qui sortira vainqueur de cette petite course dans la course. Au classement final, Martin, Binder, Espargaro 3e, Bagnaia du coup est au pied du podium 4e, Marquez 5, Bastianini 6, Acosta 8, Vinales 9 et Fabio et Zarco font respectivement 12 et 16. Voilà, j'ai été très vite. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette sprint en un mot, Stéphane? Bon, oui, en un mot, c'est une sprint, c'est un peu copier-coller de la fin de saison dernière, c'est-à-dire que Ouais. t'as Martin, c'est le roi du samedi. C'est ça. Alors, bon, va-t-il être le roi du dimanche? Ça, tu vas nous le dire après, mais en tout cas, voilà, est-ce que, comme des fois on disait, est-ce que Martin, il attaque plus sur sur quelques tours, il est plus fort? Est-ce que ses réglages sont plus adaptés à une course très rapide plutôt qu'à une course longue? Bon, en tout cas, voilà, c'est sans surprise. Par contre, après, j'ai noté quand même que Marc Marquez, même s'il n'a pas le manuel du All Shot Device, il a quand même fini une course sur ses deux roues. Exactement. Sans Oui, chuter. ce qui est une information. C'est une information. Je trouve qu'il n'a pas été ridicule avec sa Ducati qui, pour le coup, on voit quand même qu'elle est moins performante que les 2024.
vrai que l'année dernière, je trouve que, en fait, en tout cas sur cette course-là, tu sentais que même s'il était devant Bastianini, tu sentais il était quand même un peu, il pouvait pas faire plus encore avec cette machine. Bon, même lui il dit que il a pas encore en main la moto et bon, il a dit qu'il savait pas trop encore s'en servir, même si je pense qu'il sait quand même encore un peu s'en servir. Ouais, et surtout faire P5 pour une première course avec une moto dont il sait pas se servir, c'est quand même pas complètement C'est dégueulasse. quand même pas mal. Acosta, bah lui, je trouve que voilà, il fait une belle course, il finit 8 comme tu as dit, puis très décevant les Français, donc très décevant les Japonais du coup, Ouais, avec leur 12e et 16e place. ouais, effectivement. On passe sans plus attendre à la course du dimanche. Et le départ qui est retardé de quelques instants en raison d'un problème technique pour Raúl Fernandez sur la Aprilia de Tracus Racing, qui est l'une des plus belles motos du paddock, hein, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire. Ouais, Fernandez, il devra partir depuis la pit lane. Il y a la Dorna qui a diffusé une image de Marc Marquez sur le premier départ, qui a eu aussi un souci avec le hot shot device, mais lui sera sans incidence. Les pilotes refont donc un tour de chauffe gratuit avant de s'élancer pour les 21 tours de course. Martin en pôle garde la tête sur les premiers mètres. Bagnaia partie 5 joue à la poussette avec Binder pour s'octroyer la deuxième place dès les premiers mètres de la course et ne perd pas de temps pour doubler Martin juste après. Marc Marquez sur la Ducati est déjà 4e de son côté. Jack Miller chute dès le deuxième tour mais repart. Pendant ce temps-là, Acosta, je vais beaucoup en parler pendant ce compte-rendu, est retombé à la 10e place mais commence une belle remontée. Le rookie n'a pas froid aux yeux et signe même le meilleur tour en course à la fin du deuxième tour. 5 dixièmes de mieux que le leader Bagnaia, excusez du peu, il est remonté à la 7e place. C'est d'ailleurs avec Acosta qu'on va vivre les meilleures actions de ce début de GP. Quelques instants plus tard, Jorge Martin profite d'une petite erreur de Binder pour passer deuxième. Derrière eux, les deux Ducati, Gresini défère Marquez. Alex ne fait d'ailleurs pas peur à Acosta, qui n'hésite pas à aller le titiller. Sa maîtrise de la gas-gas est tout simplement hallucinante dès ce premier GP. Et il finit par faire un intérieur très propre à Alex Marquez. Le voilà P5, mine de rien. Au 11e tour, Bagnaia, seul en tête, a marqué un sévère écart avec la concurrence. Binder ne semble pas vouloir surjouer et temporise, ce qui n'est clairement pas le cas de Martin, qui semble s'agacer. Il va d'ailleurs perdre un peu de terrain, l'Espagnol, au profit de son poursuivant, Marc Marquez. Mais si Marquez a vu Jorge Martin se rapprocher de lui, il n'a pas vérifié ses rétros et Acosta en profite pour le passer avec un magnifique bloc pass en douceur. Malheureusement, il se rate un peu quelques minutes plus tard, Pedro Acosta, et Marquez récupère sa 4e place. Et ce ne sera pas la dernière erreur du rookie, comment lui en vouloir, qui souffre avec son pneu usé à 6 tours de l'arrivée. Il devra céder sa place, non sans s'être bagarré Alex Marquez et Bastianini. Le voilà P7. Quelques minutes plus tard, il cède une nouvelle place au profit cette fois de Di Giannantonio. Devant, Martin P3 a repris un matelas de sécurité sur Marc Marquez. Le champion du monde en titre, Pecco Bagnaia, lui, il gère son avance et la maintient à 1 seconde. À 2 tours de l'arrivée, Bastianini reprend du poil de la bête et prend la 5e place Alex Marquez. Bagnaia, j'en ai un peu parlé, conclut les 21 tours en tête, suivi de Binder et Martin. Marc Marquez est au pied du podium, P4. Acosta finit à la 9e place et Quartararo 11e. Zarco, première Honda et P12. Au championnat, ça donne Francesco Bagnaia en tête avec 31 points, Brad Binder juste derrière 29 points et Jorge Martin juste derrière aussi 28 points. Zarco est 12e avec 4 points et Quartararo 11e avec 5 points. Alors, j'en ai pas excessivement parlé parce que c'est un peu agaçant de voir comme ça Bagnaia partir devant et gérer son avance. Mais on peut dire qu'il a fait le champion du monde en titre. il a mené cette course de bout en bout. Bah oui, tu l'as dit, il a mené la course de bout en bout, il a été... en fait, il a fait ce qu'on attendait de lui. Oui. C'est ce qu'on attend d'un champion du monde, c'est-à-dire ça a été tellement facile. Pour nous, on ne pourrait pas le faire, mais... Non, mais voilà, il a pas eu besoin de forcer. Voilà, non, c'est clair. Il a pris le sérénité comparé peut-être à la sprint où il paraissait peut-être un peu moins serein là sur ce GP là, il était très serein et aucun souci. Voilà, il a déroulé quoi, clairement. C'est ça. Contrairement à Martin qui était quand même un peu plus sous pression. Exactement. Que la course. Mais j'allais dire comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme tous les dimanches en fait depuis quelques week-ends. Ouais. Non, Binder, pareil, belle course, deuxième. C'est pas déconnant. On le sait, c'est pas le plus peintre de tout le paddock, Binder, mais voilà, c'est
c'est pas mal. Marc Marquez dans le coup, hein. Ça, on l'avait déjà dit tout à l'heure sur la sprint, mais là sur le GP, c'est sur 21 tours, c'est vraiment intéressant de le voir aussi épanoui, j'allais dire, hein, sur la Ducati, de le voir beaucoup moins lutter avec la moto. Alors je dirais pas à l'aise, ouais, il lutte plus, tu sens qu'il est quand même pas Oui, c'est ça. encore à l'aise, mais tu sens qu'il est là. Oui, et puis ouais, là, il se bat pas contre la moto, quoi. Après sa blessure de Rérez sur les dernières saisons avec la Honda, on avait vraiment l'impression qu'il se battait avec. Il se prenait des high side de pas très beau à voir. D'ailleurs, Mir, lui, s'est bourré aussi, le Mm. pauvre. Mais voilà, c'est vraiment intéressant de le voir rouler avec la Ducati. Et puis, Alex Marquez, il nous fait une belle course aussi. Donc voilà, les Ducati sont au rendez-vous. Alex Bah, Marquez finit 7, hein, j'en ai pas parlé, mais voilà, il finit 7. C'est mais intéressant. ils étaient un peu roux l'un à la suite, enfin, ils étaient un l'un à la suite des autres quand même à un moment. T'avais Marc devant Alex. Ouais. Donc tu vois que les Ducati étaient pas mal. Moi, ce que j'ai retenu quand même, c'est que Alex et Marc, ils ont réussi quand même à être devant Enea Bastianini, qui pour le coup, alors lui, il est plus blessé, il a eu le temps de se remettre, il a une bonne moto. Et je trouve que sur les premiers, sur les 6 premiers, en tout cas, c'était quand même un peu une déception. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Bastianini me déçoit depuis un moment, en fait. C'est Alors, triste, hein. ouais, mais l'année dernière, en fait, on pouvait lui donner le bénéfice du doute, comme il était blessé, il avait du mal à revenir, il avait encore mal, ok. Mm. Mais là, bon, alors, sauf s'il est encore blessé et que voilà, il va le dire plus tard, mais en l'occurrence, il a eu toute la préparation de l'hiver pour se remettre. Et voilà, et je trouve que par rapport à la moto qu'il a et la performance que délivre sa bécane, je trouve que là pour le coup il est pas du tout au rendez-vous parce que t'as Marc Marquez qui lui il connaît pas du tout la moto, il a une vieille moto, il est devant, Alex Marquez pareil, Mm. Pedro Acosta pareil, il est devant, il a réussi à être devant lui pendant quelques tours. Ouais. Donc Bon, après, il voilà. fait P5, au final, c'est quand même pas complètement ridicule Non, non mais plus. avec cette moto là, il aurait pu, pour moi il doit être dans le top 3. Ah oui, carrément. Bah, t'as quand même la meilleure moto, hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il aurait dû être en lutte Oui, plus plus avec devant, tu veux Binder et dire. Martin. Ouais. Bah ouais, Mais jouer en plus en duo avec Pecco devant. c'est ça. Ouais, après, encore une fois, c'est le premier GP, il peut s'en passer des choses après, mais c'est vrai qu'il a un petit peu la pression sur les épaules, hein, notre Bastianini Mm. de chez Ducati, évidemment, Parce, hein, parce parce que que son contrat est par conduit. Enfin, on est d'accord, pour l'instant, il a pas signé pour 2025. je ne crois pas. Si je dis pas de bêtises. Ouais, absolument. Et ouais, bah voilà, il a un petit peu la pression, mais bah, encore une fois, hein, il fait pas P10, hein, il fait P5. Moi, faut pas, à mon avis, il faut pas le jeter tout de suite. Alors, je jette pas sur cette course Non, en je tout sais que tu cas. le jettes pas, j'ai pas dit que tu le jetais. Effectivement, sur cette course, je trouve que t'aurais peut-être attendu un peu plus Ouais. de sa part. Oui, histoire de marquer le coup, dire C'est ça. vous inquiétez pas, je suis là, etc. Par contre, lui, Acosta, il était là. Alors moi, j'ai mis coup de chapeau à Costa parce qu'il réalisait les meilleurs. Et par contre, il faut juste qu'il apprenne un peu maintenant à gérer sa gomme et gérer un peu la course. Mais en tout cas, moi je dis, il a vraiment. Là, il a marqué des points. Et pas qu'au championnat pour le coup. Alors, c'est clair. Et ça montre que la Gaz est performante, c'est ce qui est chouette, hein, pour notre équipe française Tech 3. Et Mm. c'est vraiment chouette de voir ça, quoi. Enfin, Bah, j'imagine, cher auditeur, que vous êtes particulièrement attaché à cette équipe. On l'est évidemment. Et voilà, on est super content pour eux qu'ils aient trouvé avec Acosta un bon jockey, j'allais dire, et qui va peut-être réussir aussi à la développer un peu, cette caisse-gaz. bah, grâce à Costa, déjà, ils ont exactement le même matériel que les KTM officiels. Ouais. Tu vois, alors maintenant, les différences vont peut-être se jouer avec tu vois, les mécanos, les réglages. Ouais. Mais en tout cas, tu vois, à machine équivalente, bah voilà, Costa, c'est le deuxième KTM aujourd'hui, hein. C'est clair. Et voilà, moi je pense qu'il a fait, voilà, il a un peu, voilà, il a un peu erreur de jeunesse, il a voulu un peu trop attaquer, mais faut pas lui en vouloir. Mm. Ça a détruit ses gommes, mais voilà, tu vois que, en tout cas, à la régulière sur quelques tours, il a pas peur de doubler Marquez, il a pas peur d'aller pied Martin. Donc moi je trouve que c'est bien et je pense que dès qu'il aura sa moto lui bien en main, je pense que
il est capable de gagner peut-être une course cette année. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, il a la Moi, je fougue, le vois bien. il a la fougue du gamin, j'allais dire. Après, il va falloir travailler parce que c'est long une saison, évidemment. Entre se bagarrer pour la P5 sur les premiers tours d'une course et, euh, et mener une course et prétendre en gagner une, je pense qu'il y a un gap, hein, sans me prendre pour un pilote, hein, évidemment, mais il y a encore évidemment beaucoup de travail, mais c'est clair que c'est de bon augure pour la suite pour Pedro Acosta, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que Mir s'était bourré, c'était vraiment méchant parce que absolument pas. Il s'est pas bourré, il a fini 13e, donc dans les points. Mais voilà, c'est pas lui hein, qui signe la première place des Honda, bah, c'est Johan Zarco qui finit 12e du coup. Alors ils sont pas très loin l'un de l'autre, hein, ils sont à moins de 4 dixièmes. Mais voilà, donc Johan Zarco finit P12. Pareil, hein, encore plus de questions que de réponses pour le moment, c'est normal, c'est le premier GP, mais voilà, il finit dans les points, c'est pas complètement ridicule non plus, parce qu'on sait que la Honda, c'est pas la moto la plus simple du plateau. Il la connaissait déjà un petit peu, évidemment, hein, mais très peu, et voilà, il va falloir, pareil, travailler, facile à dire derrière un micro, hein, toujours, je le dis, je le répète, mais je le redis quand même. Faudra un peu travailler, évidemment, pour réussir à faire quelque chose, mais c'est pas complètement effrayant. Enfin, moi, perso, c'est toujours pareil hein, sur un premier GP, mais on va pas faire de conclusion à la va-vite. Mais voilà, juste, on a hâte de voir comment il prend en main cette Honda. Bon, en tout cas, ce qu'il a dit déjà, c'est qu'il fallait pas s'attendre à des merveilles sur les premières courses, ou en tout cas sur la moitié de la première partie de saison. Donc là, en l'occurrence, on est d'accord avec lui, hein, Ouais. vu son résultat. Bon, après, Honda, on a l'impression qu'ils investissent quand même un petit peu dans l'aéro, parce que tu commences à avoir une moto avec des ailerons, des ailettes qui commencent à apparaître. Donc ça veut dire qu'ils commencent à travailler, mais ils ont tellement de retard par rapport au Ducati. Je pense que c'est pas cette année, ou en tout cas, leur effort va porter leurs fruits. Je pense que c'est plutôt pour l'année prochaine, et je pense que Zarco, il sait, il en est conscient, et il s'attend pas à autre chose. Non, c'est clair. Ouais, Tu non, peux pas rattraper 4-5 ans comme ça en une année, c'est impossible. Même si non, tu as non, des c'est clair. jetons et même si tu as des concessions. Mm. Peut-être que ça va faire qu'ils vont rattraper un peu plus tôt, mais c'est pas cette année en tout cas, sauf exception, où Zarco il va jouer la victoire. Non, c'est clair, surtout quand on connaît l'état de la Honda, hein. Enfin, vraiment, si même Marc Marquez s'est barré, c'est qu'il y avait une vraie raison. Et Ah bah ça c'est clair. moi, quand j'ai appris l'arrivée de Zarco chez Honda, j'étais pas surpris, mais j'étais un peu, enfin, je me disais merde quoi. Enfin, est-ce que c'est vraiment la fin de carrière qu'on veut pour Johan, de finir sur un tréteau, sur une enclume. J'espère qu'il va s'en sortir quoi, évidemment. Après, il a eu le choix, hein. Enfin, Zarco, on lui a proposé de rester chez Ducati, mais il connaissait, hein. C'était tu restes un Mm. an en MotoGP, après, advienne que pourra. Lui, il a préféré rester 2 ans Ouais. chez Honda. Bon, il a un nouveau challenge. Est-ce qu'Honda, en 2 ans, va être capable de lui donner une machine au moins capable de jouer un top 5? On Mm. ne sait pas. On Mais je sait pense pas. pas que ce soit cette année. Ouais, ça va être compliqué évidemment cette année. Mais voilà, on lui souhaite évidemment le meilleur. Parlons rapidement de l'autre français, si vous le voulez bien, C'est Fabio ça. Quartararo qui finit juste devant Johan à la 11e place sur la YAM, du coup, toujours. Ben voilà. Euh, Il n'y a rien à dire. on va pas Donc, c'est le premier déçu. Ouais, c'est le premier déçu. Enfin, en vrai, perso, je m'attendais pas à grand-chose, hein. Je pense qu'on est nombreux à ne plus s'attendre à grand-chose avec la YAM, malheureusement. Ils ont un tel retard sur l'aéro, Ouais. sur beaucoup de choses, surtout qu'on n'a pas vu le moindre début de commencement d'amélioration sur la fin de la saison dernière. Donc, ça rend évidemment pas optimiste sur la suite, quoi. Mais voilà. T'as l'impression que Honda, en tout cas de ce qu'ils renvoient, t'as l'impression qu'ils veulent, alors je dirais pas qu'ils s'investissent pas Yamaha, mais qu'ils veulent plus s'investir, ou qu'ils font plus d'efforts, ou qu'ils sont plus en avant que Yamaha. Ouais, et puis, mais tu le ressens dans la communication des pilotes, hein. On en avait parlé en off ensemble sur la communication de Fabio après les essais, après les tests, pardon. Euh, Moi, franchement, ça m'interrogeait de me dire. Enfin, il avait râlé hein, sur le fait que GP Inside avait repris la petite
phrase sur le fait que la moto était pas perf, enfin, et qu'il restait encore beaucoup de travail. Je sais plus comment c'était tourné. Le truc, c'est que il le dit, donc forcément, nous, en tant que Français fans de Fabio, c'est le premier truc qu'on retient, et je pense pas qu'il y ait eu de malhonnêteté ou de filouterie de la part de GP Inside. Là, il se trouve qu'il dit que en gros, il est saoulé, quoi. Enfin, C'est ça. il le transpire tellement qu'il peut même plus le cacher. Comparé à un jeune Zarco qui lui dit clairement, comme tu disais tout à l'heure, vous attendez pas à ce que je fasse P5 dans la première moitié de la saison. Il y a beaucoup de boulot au charbon, quoi. Il se met au charbon et il y va. Ouais, mais après, ce qu'il y a, c'est que Zarco, quelque part, sa carrière, elle est derrière lui. Oui, c'est vrai. Lui, il est là, c'est quelque part. Il a une espèce de sérénité d'ancien qui fait que. C'est que du bonus, il sait qu'il sera jamais champion du monde. Maintenant, ce qu'il veut faire, c'est se dire, allez, un ultime challenge. Ouais. Allez, je vais chez Honda, et puis dans 2 ans, j'espère qu'on dira que, tu vois, grâce à Zarco, la moto, elle est revenue un peu au niveau. Tu vois, on a un peu rattrapé les Ducati, que Fabio, lui, il est jeune. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il a été champion du monde une fois, et puis il veut être 2, 3. Enfin voilà. L'avenir pour lui, il est devant lui, et puis lui, il se voit encore champion du monde longtemps. Donc là, ce qui se passe, c'est que Quartararo, ça fait 2 ans, 3 ans, voilà. Ça y est, il commence à vieillir, et puis il a pas de titre, et il s'engluche chez Yamaha. Et du coup, il est plus du tout positif, c'est-à-dire qu'il dit même pas, allez, je sais que cette année, on aura une moto pourrie, mais je sais que derrière Yamaha, il retravaille quelque chose pour que l'année prochaine, on ait un truc de casse la baraque, même pas. Ouais, même pas. Lui, il veut de l'immédiat, voilà, on a fini la saison 2023. Voilà, moi je voulais qu'en 3 mois, un coup de baguette magique et on me file une Yam capable d'avoir les mêmes perfs qu'une Ducati, quoi, mais c'est pas possible. Non, c'est clair. C'est pas possible. L'autre pilote Yamaha qui n'est autre qu'Alex Rins finit 16e. Alors, ce qui est assez rassurant, c'est que c'est pas un problème de pilote, du coup. on peut se consoler comme ça en disant Fabio, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Là, c'est vraiment confirmé. Parce que quand tu vois Morbi qui finit au fond du classement 18e, là, peut pas dire que c'est la moto, quoi, chez Ducati, hein, franchement. Mais Rins qui finit 16e, ça montre que la YAM, déjà, c'est pas un problème de pilote. Et deux, il y a encore vraiment beaucoup de boulot pour Yamaha. Comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont envie? Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser parce que même en termes de communication, comme tu disais tout à l'heure très justement, je pense, Honda, au moins, ils assument l'espèce de statut de il faut repartir de zéro, quoi. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Alors que Yamaha, il n'y a pas vraiment de. Enfin, on dirait qu'ils acceptent leur sort, mais sans vraiment se révolutionner, tu vois, dans le sens. Se révolter, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est comme ça, ils sont fatalistes. Voilà, c'est Ouais, comme exactement. Ouais. Et c'est triste. Oui, c'est triste. Surtout avec un talent comme Quartararo chez eux, quoi. Merde. Il va y avoir des places de libre, hein, vu que, comme on disait, personne n'a vraiment signé de contrat pour l'année prochaine. Ouais. Mais après, c'est pareil. Est-ce que Quartararo, il va intéresser toutes les équipes? Ouais, et en fait, c'est le problème de ne pas être parti assez tôt. C'est que du coup, là, il s'enferme dans une espèce de pilote de P10, P15, quoi. Et là, quand tu as cette image collée à la peau, tu as beau dire à tout le monde quand tu veux signer des contrats que c'est pas toi, c'est la moto. Ouais, enfin, en même temps. Parce qu'il a pas envoyé quand même une super bonne image. C'est-à-dire que, tu vois, il critiquait beaucoup. Il dit ça va pas, mais pourquoi ça va pas? Mais enfin, je pense qu'il se perdait dans sa tête. Il donne pas de vraies raisons, en fait. Tu vois, je trouve qu'il est même au niveau de sa communication, de ses réglages, qu'il sait plus où il doit aller. Ouais. Et après, quand tu sais que les pilotes, c'est hyper psychologique quand même, leur performance, tu dis, s'il change d'écurie, est-ce qu'il va être capable de vriller et puis de passer en mode guerrier? Ouais, et puis il montre ses limites en termes de développement machine, parce que je pense pas qu'on puisse jeter toute la faute à l'usine, quoi. Au constructeur, à un moment, on l'a vu avec d'autres. Je crois que c'était Pierre et Kevin qui en parlaient sur Twitter. Kevin, notre copain de la boîte à clapet, avait justement souligné le fait que Quartararo, est-ce que juste c'est pas
un mauvais développeur de moto parce qu'il a été champion du monde sur une moto qui avait été développée par Rossi Vinales, excusez du peu. Et depuis, la moto fait que baisser sans même se maintenir à niveau. Et ouais, ça pose des questions. Je pense pas que Rins soit meilleur que Quartaro sur le développement de la meule. Je pense pas non plus. Hélas. Après, il a fait une belle saison, il a fait des belles saisons avec Suzuki, donc peut-être qu'il aura des choses à dire. Mais là, on va savoir si soit c'est vraiment des nuls en développement, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr, soit c'est vraiment Yamaha, comme on le disait tout à l'heure, qui n'a pas envie, quoi, et qui est très fataliste sur sa situation. Et auquel cas, c'est très triste pour la catégorie, quoi. Parce qu'à un moment, il faut pas donner un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, et puis changer tout le monde. Ouais. Ouais, et ce qu'on disait juste exactement il y a quelques instants, c'est que Quarta, il a pris un énorme risque en restant chez Yamaha au moment où il y est resté, en disant j'ai envie de continuer, et de s'enfermer dans cette image de pilote P15, P10. Même s'il n'est pas forcément complètement responsable de cette situation, forcément, comme tu disais aussi, dans la tête des autres catégories, des autres écuries, pardon, ça va être dur de lutter contre cette image, quoi. C'est vrai. Voilà, et bon dernier, Jack Miller, qui s'est bourré, hein, mais bon, ouais. Bon, je pense que. Est-ce que c'est sa tournée d'adieu à Jacques Miller? On espère qu'il va pas finir 21e à chaque course pour une tournée d'adieu, quoi, c'est tout, mais. A priori, là, la moto, elle marche quand même. C'est toujours pareil, quand tu vois ce que fait ton coéquipier, ce que tu fais toi, tu sais où tu te places. Ouais. C'est que la nouvelle Ducati est très forte, la KTM est pas mal, hein, quand même, parce que juste derrière Pecco. Donc si tu n'es pas au même niveau qu'eux, c'est qu'il y a un souci. C'est clair. C'est facile à dire, hein, comme d'habitude. C'est facile à dire. Bon, après, je me dis, bon, allez. C'est vrai. Nous, non. On passe leur temps à faire ça. C'est ça. Nous, notre métier, c'est critiquer. C'est exactement. Mais on n'est même pas payé pour, en plus. Et non, on le fait gratuitement. C'est ça. C'est gratuit, c'est cadeau. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur le GP. On va mettre fin à cet épisode éclair, aussi éclair que la course de Pecco. C'est ça. Et puis, pas d'autres points sur les autres catégories cette semaine. Vous inquiétez pas, on vous balance un autre épisode plus tard, très bientôt. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve dans quelques jours pour le GP du Portugal. Ciao Stéphane, c'était un plaisir de te retrouver. Pareillement, c'était un plaisir de débriefer avec toi cette course. Et merci. Salut à tout le monde. Ouais, ciao à tous. Et juste au petit passage, vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, petite nouveauté, on a mis tous les épisodes sur YouTube, donc n'hésitez pas à y faire un tour, commenter, partager, etc. On est sur Discord, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On se retrouve très bientôt pour le GP du Portugal. Ciao à tous. Salut tout le monde.